Bonjour à toutes et à tous. D'abord, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, on a abordé ensemble l'émotion de peur et je vous remettrai le lien dans ce post si vous ne l'avez pas vu. Cette semaine, on va donc aborder l'émotion de la colère. Alors on pourrait croire que la colère n'a pas besoin d'être définie tant ça nous semble évident, mais en fait justement, la colère déjà, ça n'est pas l'expression de la colère. Ça veut dire que ça n'est pas l'agressivité et surtout pas la violence. Dans notre société et puis particulièrement en tant qu'adulte, on nous a souvent appris que la colère était un comportement dysfonctionnel, qu'elle n'avait pas lieu d'être. Alors qu'en fait, c'est l'une des émotions les plus naturelles et les plus fondatrices de l'homme. La colère, c'est l'expression de la non-satisfaction d'un besoin. Et c'est donc une réaction d'injustice et d'envie de réparation qui en découle. Donc c'est très légitime. Et la première chose à comprendre, c'est que la colère qu'on ressent en cette période de confinement, en cette période de crise sanitaire, elle est légitime. Voyons cela déjà avec Adrien Chignard qui est psychologue. Bonjour Adrien. Bonjour Alice. Alors première question, quelle est votre, en tant que psychologue du travail, votre analyse de la colère cette période de confinement et puis de pandémie mondiale? Alors l'analyse de la colère, elle est relativement simple. C'est que la colère, elle est normale et elle est saine. Ce qu'il faut systématiquement comprendre, c'est que les émotions, c'est en soi ni bon ni mauvais. C'est. Pourquoi elle est normale? Puisque la colère, c'est toujours, on va dire, une émotion qui est la conséquence d'une frustration préalable. Et en ce moment, des motifs d'être frustré, on en a plein. On peut être frustré dans notre quotidien avec celles et ceux avec lesquels on partage notre vie parce qu'on a du monde autour de nous tout le temps, parce que notre intimité n'est pas toujours respectée, parce que de temps en temps, on voudrait avoir du temps pour soi, de l'espace pour soi, du calme pour soi, ou des amis, ou une vie culturelle, ou une vie amoureuse, ou en tout cas plein de choses qui nous échappent. Et puis on a, comme vous le disiez, ces multiples déclencheurs au quotidien, surtout aussi pour les personnes qui sont confinées. Et donc, on passe de la simple frustration à une espèce de cocotte-minute qui monte, puisqu'on ne peut pas régler ses besoins essentiels. Et c'est là où on a un risque peut-être de surémotion de la colère en période de confinement, de rumination mentale. Nos propres émotions viennent se chevaucher à la colère, les émotions des autres, c'est ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Donc voilà, c'est peut-être cette accumulation qui peut devenir dangereuse à terme. Alors, il y a deux choses à comprendre, notamment, première chose sur l'activation physiologique. L'activation physiologique dans votre corps, ça fait que vous allez monter en tension, en tension, en tension, c'est-à-dire c'est un peu comme les falaises d'Étretat. Plus la colère va augmenter, plus je vais avoir une lecture agressive de l'environnement dans lequel je suis. La colère amène une lecture colérique, amère, agressive de la réalité. Et donc, du coup, plus je perçois les signaux du monde comme étant des signaux d'agressivité, plus moi-même je vais réagir, on va dire, en étant en colère. Ça, c'est la première partie de la réponse. Un des grands risques de la colère, notamment en situation de confinement, c'est de détériorer ce qui est le plus essentiel à notre qualité de vie. Mais pas à notre qualité de vie en confinement, à notre qualité de vie tous les jours. Exactement. Le premier rempart contre la détresse psychologique, c'est le soutien des pairs, c'est le soutien social. Le plus grand risque, si je suis en colère contre ma fille parce qu'elle rentre dans ma chambre quand je suis en train de travailler en télétravail, ou contre mon épouse si elle ne respecte pas, je dis n'importe quoi, mon temps de redescente le soir après une journée de travail, en fait, c'est de m'agacer, de m'énerver et d'exprimer ma colère avec une forme ou avec un fond qui serait de nature à dégrader la qualité du lien qui nous unit. Et donc le plus grand risque de la colère en situation de confinement, c'est de dégrader les relations avec celles et ceux que vous aimez et qui préservent votre santé mentale. Alors justement, quels sont vos conseils pour cette nécessité d'accepter et d'accueillir sa colère en soi pour justement pas qu'elle se retourne contre soi-même et puis qu'elle devienne un espèce d'état d'être au quotidien dès le réveil? Alors, la première des choses qu'il faut comprendre en psychologie, et ça vaut hors période de confinement également, c'est qu'à chaque situation de tension doit correspondre à une situation de détente. Principe simple, c'est-à-dire que si vous accumulez les tensions sans accumuler les détentes,
et que vous voulez une vie heureuse, ça revient, si je transpose ça à un autre champ, à vouloir maigrir en mangeant uniquement du chorizo, du Cantal et du chocolat sans avoir d'activité physique. Vous pouvez essayer, je ne vous promets pas que vous rentrerez dans votre jean le mois prochain. Pour une raison très simple, c'est-à-dire que si d'un côté on a des tensions, il nous faut des détentes. Si vous sentez que votre quotidien est plus pesant que d'habitude, et comment ne le serait-il pas en confinement, l'idée c'est d'essayer de tester, c'est pas sûr que ça vous plaise tout de suite, mais c'est dans la durée que ça va se jouer, d'autres sphères de détente. On va essayer de privilégier la qualité du lien plutôt que la qualité des sources de satisfaction. Ponctuellement, on peut se l'autoriser. La situation exceptionnelle nous invite à montrer une tolérance exceptionnelle vis-à-vis des sources de satisfaction. Donc, on essaie de trouver des sources de détente. 2, si vous sentez que la moutarde vous monte au nez et que vous êtes particulièrement irrité, la première chose à vous dire, c'est que c'est sûrement pas le bon moment pour entamer une discussion. Exactement. Le retrait social, c'est de se dire, je vais m'occuper les mains pour me vider la tête. Ça, c'est important. Plus on s'occupe les mains, plus on se vide la tête. Et une fois qu'on est un peu redescendu, on va revoir l'autre pour entamer la discussion et restaurer le lien au travers d'un sujet de discussion. À terme, quelles peuvent être les conséquences sur la santé de la personne? Si la colère a pour vocation à vous faire trouver les ressources pour lutter contre son origine, c'est-à-dire une injustice, encore faut-il que ce soit efficace. Puisque si effectivement vous luttez contre l'injustice sans réussir, alors la résorber, je ne sais pas, mais au moins l'amoindrir un petit peu, ça va finir par vous laisser imaginer que vous n'avez plus de contrôle sur le monde. Alors au départ, ça crée toujours de la colère, et c'est logique, ça ne marche pas, ça n'avance pas, et ça met encore plus en colère de voir que les comportements que je mets en place ne sont pas efficaces. Et au bout d'un moment, ça finit par générer ce que les psychologues appellent une forme de résignation apprise. Cette résignation apprise, c'est quelque chose qui est toujours, on va dire, le préalable d'états dépressifs, en tout cas d'affects dépressifs majeurs, puisque lorsque j'ai l'impression que j'ai perdu le contrôle sur le monde qui m'entoure, que puis-je donc en attendre, puisque j'ai l'impression que mes actes sont inutiles. Donc c'est toujours très dépressogène d'avoir une colère qui ne se transforme pas en acte, et surtout en actes qui font bouger au moins un petit peu la situation. C'est la raison pour laquelle il est important, la colère, d'essayer au plus tôt de la considérer, de la prendre en considération au sens de trouver tout de suite des façons de restaurer du lien, d'en discuter et d'agir, puisque si on attend par exemple dans un conflit qu'il devienne un hyper-conflit, alors on sait qu'on aura beaucoup plus de difficultés à le gérer. Tout ça pour dire quoi? Pour éviter les affects de dépression, les affects dépressogènes et la résignation apprise, quand la colère arrive, si vous êtes en capacité à discuter, faites-le tout de suite. Parmi les déclencheurs de la colère, on se rend rapidement compte que celle-ci est en fait souvent liée à une autre émotion, qu'elle soit une émotion primaire, donc la première émotion, et la colère va se déclencher en surémotion, ou qu'elle soit sous-jacente à la colère. Pour vous donner quelques exemples, la colère va souvent répondre à la peur, dans un besoin de réparation ou d'augmentation du degré de contrôle sur la situation. On en parlait la semaine dernière. Il y a aussi le combo colère-culpabilité. La culpabilité d'avoir craqué, d'avoir laissé éclater sa colère auprès de ses proches qui l'ont pris de plein fouet. Et on sait qu'en période de confinement, ça n'est pas simple. Et puis, la colère, elle peut répondre à la tristesse. Les jours passant, notre colère liée à notre sentiment d'injustice et notre sentiment d'impuissance va se mêler à notre tristesse. Notre tristesse de voir le nombre de cas qui se multiplient, des personnes qui n'étaient a priori pas à risque sans pathologie, mais on sait bien que les statistiques ne font pas tout, et puis des victimes proches évidemment. Et là, on risque de se prendre une nouvelle vague encore plus intense d'émotions et qui risque de nous faire plonger dans un état de dépression qui est dangereux pour nous. Donc une nouvelle fois, en ces temps difficiles, ne vous privez surtout pas d'une téléconsultation avec un professionnel parce que franchement, il nous est parfois hyper difficile d'avoir les clés nous-mêmes. Voilà. Chaque semaine, je souhaite donner la parole à celles et ceux qui n'ont pas le choix que d'aller bosser et qui font vivre notre pays. Cette semaine, j'ai eu la chance de recueillir les mots extrêmement touchants d'un couple qui travaille dans l'approvisionnement, dans la grande distribution et qui a voulu rester anonyme pour ne pas prendre de risques pour leur emploi et on le comprend très bien. Vous n'entendrez donc que la voix.
Pour eux, les émotions de peur et de colère se conjuguent dans un quotidien extrêmement pénible, dans l'ombre finalement. En fait, je travaille à la réception, ce qui fait que je commence à 3h30 et je finis à 11h du matin. Et on reçoit tous les camions pour les livraisons de magasins. En fait, on reçoit la marchandise qu'on met à disposition à la préparation pour qu'ils puissent envoyer toute cette marchandise-là au magasin dans l'après-midi. Donc moi, je côtoie les réceptionnaires de mon équipe. Je côtoie des chauffeurs, tout genre de chauffeurs en fait qui viennent de toute la France et peut-être de l'étranger, je ne le sais pas malheureusement. Il y en a qui ont des masques, il y en a qui n'ont pas de masque. Dans mon équipe, il y en a qui portent des masques, il y en a qui ne portent pas de masque. Même si on essaye de faire notre possible, cette peur, elle y est toujours parce qu'on arrive, on se dit est-ce qu'on va ramener ce microbe à la maison? Est-ce qu'on on va le donner à quelqu'un à cause de... Voilà, je sais pas. On va travailler justement pour essayer de nourrir la France. Mais on a toujours cette peur-là, cette peur de l'attraper. Et en fait, on a tardé de nous mettre des moyens à disposition pour l'hygiène aussi. Voilà. Les distances de sécurité 1 mètre, on nous dit de les appliquer, mais c'est chose qui est strictement impossible. Voilà, c'est vraiment pas possible de pouvoir appliquer les distances d'1 mètre parce qu'on se croise, on se recroise. Moi, je suis préparateur de commandes et quand on est plusieurs sur le même picking, sur la même palette, on ne va pas attendre que la personne prenne son colis pour pouvoir prendre le nôtre derrière. Voilà. On est en termes de productivité. Donc aujourd'hui, on doit être quand même rentable. Et pour être rentable, il faut aller vite. Et je pense qu'on nous oublie en fait. On parle beaucoup des infirmières, beaucoup des éboueurs. On parle beaucoup de certains corps de métier qui sont en première ligne, les pompiers, tout ce qu'on voit, les gendarmes, les flics, tout ça. Mais on oublie tous les gens qui travaillent derrière, quoi. Et j'imagine qu'à cette peur s'ajoute la colère, parce qu'au quotidien, vos frustrations, elles augmentent au fur et à mesure des jours. Tout à fait, tout à fait. L'angoisse est présente à n'importe quel moment de la journée. Des nuits qui sont assez courtes parce qu'on y pense, des mal au ventre, des brûlures d'estomac, des diarrhées. On va dire un caractère, à peine on allume la mèche, on explose. Voilà, très sur le... On est très nerveux et très véritable. Ouais. Voilà. Ça crée vraiment de la colère et presque de la haine et de la méchanceté. Voilà, on a des comportements actuellement que nous n'aurions pas normalement. Voilà, on est vachement agressif. Moi, je trouve que tout le monde est agressif. Comment vous faites quand tous les deux vous rentrez à la maison pour essayer de vous ressourcer, gérer vos émotions? On dit rien. On dit rien. On essaye d'éviter le sujet. Ouais. On essaye de penser à nos occupations qu'on va avoir après ce confinement, qui sont arrêtées, qui sont mis en stand-by pour le moment. C'est dur en fait, parce qu'on peut même plus se toucher, ma femme et moi, on ne veut plus s'embrasser. Je vais vous dire, même des rapports sexuels, c'est dur. C'est dur, parce qu'on a tellement peur de le filer à l'autre. Je me dis, si je l'ai, que je lui refile à elle. Ouais. Voilà. Et les gens, en fait, ils comprennent pas quand ils marronnent qu'ils sont confinés chez eux et tout, mais on peut être dans une prison dorée si on veut, là, en ce moment. Si demain, nous, on s'arrête de travailler, ou les caissières, ou même sur des magasins, qui va nourrir la France? Mais oui, on est sacrifiés. Cette semaine, je souhaitais dédier un chapitre spécial de l'émotion de la colère à nos enfants, parce qu'on sait que c'est pas forcément simple en période de confinement. Chez l'enfant, le cerveau, il est dit immature. En fait, chez bébé, c'est d'abord le cerveau reptilien qui fonctionne, puis vient s'ajouter le cerveau émotionnel, et en fait, ça n'est qu'à mesure des années que le cerveau rationnel, le cortex préfrontal, se forme, et notamment par l'éducation, la transmission des parents, etc. La colère, c'est l'une des émotions fondamentales, on l'a dit en début de cette vidéo. Alors quand un enfant ne peut pas obtenir ce qu'il veut, il va se mettre en colère, et c'est justement la colère qui permet d'accepter la frustration et de réparer l'intégrité. C'est aussi ce qui fait
que l'enfant devient un être à part entière en fait. Vous allez me dire ok c'est bien joli tout ça, mais comment on fait maintenant pour accueillir cette colère et la gérer en période de confinement quand on a un ou plusieurs enfants et qu'on sait que c'est pas simple. Et ben pour en parler, j'ai pu m'entretenir avec une pédopsychiatre, Marie Toiti-Pellegrin. Bonjour Marie. Bonjour. Alors déjà, comment peut-on définir cette émotion de colère dans le cerveau qu'on dit immature de l'enfant? Alors, la colère, en fait, est une émotion qui nous traverse tous et l'enfant, dès son plus jeune âge, l'expérimente. De même qu'il expérimente toutes les autres émotions très rapidement. Donc, moi, je crois que la colère peut être souvent aussi, finalement, une émotion qui fait un peu masque par rapport à une autre. Et notamment qui pourrait masquer de la tristesse, de la colère mais quelque chose de très intense, de très profond, ou alors de la peur. Qu'est-ce qui va changer chez l'enfant effectivement dans le cadre de ce confinement? On parle de beaucoup de frustration au quotidien, peut-être une incompréhension aussi de ce qui se passe. Alors, les enfants, effectivement, ont été désignés dès le début de cette épidémie comme étant des vecteurs du virus. Et ils ont compris très vite qu'ils étaient contagieux et donc potentiellement dangereux. On leur a demandé de beaucoup se laver les mains à l'école, de rester à distance, mais en même temps, comment faire un rang quand on est à 2 mètres, ça semble impossible. Donc, ils ont essayé de répondre à nos demandes d'adultes, mais en même temps, ils ont pointé des incohérences. Et ensuite, les écoles ont été fermées. Ils ont compris ça comme étant la preuve de leur responsabilité quant à cette épidémie. Et ça n'est que depuis finalement que le confinement global a été décidé que les enfants ont pu enfin se dire, bon, voilà, ça n'est pas que de mon registre, que de ma faute, il y a aussi finalement tous les adultes qui peuvent être contagieux et qui peuvent être concernés. Donc je crois que la culpabilité a d'abord été très forte pour eux, ils ont fait leur maximum et ça a été générateur de grand stress. Aujourd'hui, le confinement en lui-même, le fait de ne pas pouvoir sortir de chez soi, de ne pas voir ses amis, de ne pas pouvoir aller à l'école, est tout à fait évidemment anormal pour eux. Et ce huis clos familial peut être source de grandes souffrances, de difficultés, notamment dans les familles où la souffrance préexistait. Alors, comment aider l'enfant à accueillir ses émotions d'une manière globale, mais surtout cette colère? D'abord, je crois qu'il est important de lui dire qu'il n'est pas responsable de ce qui se passe, qu'évidemment cette situation est difficile, de mettre des mots sur ce qu'il peut ressentir en lui demandant finalement pourquoi il est en colère, qu'est-ce qui lui fait peur, qu'est-ce qui l'inquiète, est-ce qu'il y a des sujets dont il souhaiterait parler, en laissant les choses de façon très ouverte. Et puis en fonction de ce qu'il va vous dire, s'il a peur que mamie meure, que l'école ne reprenne jamais, que sa maîtresse ne l'aime plus, de perdre tous ses copains, enfin on peut imaginer plein de choses, à ce moment-là, on répondra de façon un peu spécifique à ses inquiétudes. Mais ce que je qualifierais d'important dans cette situation, ce serait de faire attention aux signaux faibles, c'est-à-dire finalement tous les petits signes de la vie de tous les jours qui habituellement sont peu importants, mais dans cette situation-là, chez certains enfants, peut être un signe de souffrance plus profonde, comme des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, des grosses crises de colère, justement, de frustration, des grosses angoisses, des peurs nouvelles, des refus, des oppositions. Dans ces moments-là, je crois que tout ça est à interpréter comme étant finalement un signe de souffrance, alors pas forcément gravissime, mais voilà, à entendre, à discuter, et puis en fonction de ce que vous observez, de ce que vous comprenez de la souffrance de votre enfant, à ce moment-là, il est nécessaire de faire appel à un professionnel ou pas. Justement, on sait que les téléconsultations sont évidemment mises à disposition des parents en ce temps compliqué. Je crois que vous avez mis en place quelque chose, vous, notamment sur Paris. Oui, alors nous avons ouvert une hotline qui s'appelle Ma Cabane et qui regroupe donc des psychologues, des pédopsychiatres, des orthophonistes et des psychomotriciens pour répondre aux demandes spécifiques de la souffrance psychique des familles dans ce contexte de confinement. Donc, alors moi, ce que je voulais préciser, c'est que Ma Cabane n'est pas spécifiquement axée autour de Paris. C'est vrai que nous sommes plutôt franciliens en tant que soignants, mais puisque c'est une ligne de téléphone, elle peut répondre à la souffrance aussi des enfants qui seraient alsaciens ou bordelais. Voilà, nous sommes ouverts à tous. Et je crois que vous mettez aussi à disposition des enfants, des parents soignants notamment. Oui, alors le dispositif a prévu d'être totalement gratuit pour les enfants des soignants, dans la mesure où effectivement nous avons un retour très inquiétant
sur ces enfants-là qui sont complètement ballottés entre une école qui est ouverte même le week-end, même pendant les vacances scolaires, des enseignants qui changent tous les jours et qui font tout ce qu'ils peuvent mais qui sont eux-mêmes en difficulté forcément, et puis des parents qui sont extrêmement anxieux, dans une grande souffrance psychique et qui, dans ce contexte-là, ont beaucoup de mal à contenir la souffrance de leurs enfants. Quel est le numéro pour joindre ma cabane ? Alors, le numéro, c'est le 01 82 88 23 28. Le standard est ouvert donc, du lundi au vendredi, de 8h à 18h. Vous allez tomber sur une secrétaire qui, en fonction des difficultés, vous adressera à une psychologue, à un pédopsychiatre, à une psychomotricienne ou à un orthophoniste. Top. Merci beaucoup pour cette initiative et bon courage à vous. Il est temps à présent d'aborder les solutions qui s'offrent à nous pour accueillir et réguler cette émotion de colère. Tout d'abord, voici un petit exercice que j'ai appris moi-même dans le cadre de ma formation en intelligence émotionnelle et qui peut s'appliquer à toute émotion et qui, je pense, va être utile. C'est ce qu'on appelle faire sa météo émotionnelle. Vous pouvez la faire dès le matin pour prendre un peu la température de votre état d'esprit et de vos émotions au réveil, ou alors à un autre moment de la journée qui vous convient peut-être mieux quand vous êtes vraiment dans la capacité à vous connecter à vous-même pendant quelques minutes sans être dérangé. La météo émotionnelle, c'est se dire quelque part comment ça va aujourd'hui. C'est l'idée déjà de nommer les émotions que vous ressentez à l'intérieur en cherchant des indices qui permettraient de les identifier, des pensées, l'expression faciale, on en parlait la semaine dernière, se regarder dans le miroir, vos envies, vos tendances de comportement, et puis en faisant votre scan corporel, dont on a parlé aussi la semaine dernière. Quelques questions comme ça à se poser sur la colère. Comment je me sens, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur, qu'est-ce qui ne va pas chez moi en ce moment précis, d'où ça vient, on parle des déclencheurs qui sont très importants. Y a-t-il une émotion qui serait cachée en dessous de ma colère ? Quel est le besoin qui est non satisfait, et puis pour essayer de réparer cette colère. On peut aussi avoir recours à la métaphore. Certaines personnes, ça leur correspondra davantage. Qu'est-ce qui représenterait le mieux mon état actuel ? Par exemple, moi qui viens de la mer, je m'aide souvent en visualisant l'océan et en le décrivant en fonction de mon émotion. Dans la colère, est-ce que c'est une mer un peu agitée, véritablement démontée, etc. Et chacun peut trouver la métaphore qui lui convient le mieux selon ce qu'il est tout simplement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il vaut mieux toujours apprendre à accueillir sa colère, même si elle est désagréable, et à évaluer sa colère que de la contenir. Et puis l'écouter, ça permet aussi de réévaluer les déclencheurs pour avoir un regard peut-être plus clair sur la situation. Par exemple, si on pense que le déclencheur c'est l'autre en temps de confinement, on va peut-être pouvoir plus rapidement sortir des schémas de pensée type il, elle l'a fait exprès pour me pousser à bout, etc. En vérité, on est bien incapable de savoir ce qui se passe dans le cerveau de l'autre, même si c'est son propre enfant, même si c'est son compagnon, sa compagne depuis près de 20 ans. Et d'ailleurs, c'est souvent en supposant, en ayant des a priori, qu'on se trompe. Pour essayer d'aller plus loin et vous donner un exercice très pratique, très concret à faire dans cette période sensible, j'ai posé la question à Stéphanie Azuelos, qui est hypnothérapeute. Bonjour Stéphanie. Bonjour Alice. Déjà, comment peut-on accueillir notre colère ? Alors, une forme d'accueil de la colère, je pense déjà, c'est lui laisser de la place. Donc, être conscient qu'on est en colère et essayer de comprendre pourquoi. Pour commencer, on a quand même un sentiment général, je pense, de colère ou de petite colère, rien que du fait d'être enfermé. Donc, ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est vrai que si justement on a des colères qui n'ont pas été traitées ou qu'on a laissé en fait des émotions très profondes de frustration, d'injustice liées à des événements du passé s'installer en nous, c'est vrai que des contextes comme le confinement, ça peut faire ressurgir tout un tas d'émotions négatives, de réactions aussi qui pourraient paraître disproportionnées à notre entourage. Oui, j'allais vous demander, en fait, la problématique aussi de la colère, c'est que quand elle n'a pas forcément été réglée sur des choses qui n'ont peut-être rien à voir avec ce qu'on vit en ce moment, elle peut se réactiver indirectement et donc pour des personnes peut-être fragiles ou hypersensibles ou justement dont des épisodes de colère n'ont pas été réglés, ça peut vraiment être un petit peu un détonateur. Oui, tout à fait.
Et c'est là qu'il faut être vigilant, notamment pour que ça ne devienne pas invivable pour l'entourage et invivable pour soi-même. Parmi les exercices que vous pourrez nous conseiller, est-ce qu'il y en aurait un comme ça qui pourrait être applicable dans cette période de confinement? Donc en hypnothérapie, on pratique un protocole qui s'appelle la réécriture d'histoire de vie et c'est quelque chose qui peut tout à fait être adapté en exercice d'auto-hypnose. Donc en fait, il s'agit vraiment de se donner l'opportunité de décharger les émotions négatives comme la colère par rapport à une situation particulière. Donc, pour procéder à cet exercice, déjà, il faut se mettre dans un état de tranquillité, donc trouver un moyen de s'isoler. Alors, avec le confinement, c'est pas évident, mais c'est vrai qu'on peut trouver du calme peut-être dans sa salle de bain, dans ses toilettes, ou bien même dans sa baignoire. Et donc se mettre dans un état de respiration tranquille déjà pour pouvoir prendre le temps de se remémorer la situation qui nous a vraiment mis en colère. Une fois que c'est fait, les yeux fermés, dans la remémoration en fait de cette situation, l'idée c'est vraiment de s'imaginer qu'on aurait pu dire à ce moment-là absolument tout ce qu'on voulait. Donc, vraiment exprimer sa colère dans son entièreté sans que ça ait besoin d'être rationnel, hein. Mais voilà, se laisser parler, dire les mots qu'on aurait voulu prononcer. Donc ça, pour laisser une décharge d'émotions se passer et permettre ensuite de revenir à soi tranquillement dans le moment présent en ayant le sentiment et vraiment les sensations aussi d'avoir laissé cette colère se décharger et donc de se sentir plus léger, plus confortable dans son corps. Et c'est important aussi dans cet exercice de prendre le temps, lorsque on a laissé cette colère se décharger, de prendre le temps de constater comment on peut se sentir mieux une fois que ce poids, cette boule, cette oppression, chacun le ressent différemment, est sorti de notre corps. Et j'imagine en plus que dans cet exercice un peu d'auto-hypnose, de visualisation, on peut même avoir des clés pour trouver les bons mots pour dire ce qu'on a mal dit peut-être à la personne à qui on a adressé cette colère et donc revenir plus sereinement vers la personne derrière. Le mieux de toute façon c'est d'abord de décharger et ensuite effectivement de passer par une phase où on pourrait se dire bon, maintenant que je me sens plus léger, dans la même situation, qu'est-ce que j'aurais dit ou qu'est-ce que j'aurais pu dire qui aurait permis de faciliter la communication, et de faire en sorte, évidemment, que la situation soit résolue, améliorée, et surtout ne pas hésiter à se retrouver face à soi-même, prendre le temps, en fait, de comprendre ce qui nous est arrivé, plutôt que de subir cette émotion, vraiment l'accueillir et essayer d'en tirer les leçons qu'on peut en tirer. Voilà, nous achevons notre second épisode sur les émotions. J'espère que celui-ci vous aidera à accepter, à comprendre votre colère. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours, vos conseils et puis à partager si vous pensez que cette vidéo peut servir à quelqu'un, tout simplement. La semaine prochaine, nous ne parlerons pas d'une émotion en particulier, mais plutôt d'un processus. Le processus de résilience, qui fait d'ailleurs appel à plusieurs émotions, comme par exemple la tristesse ou encore l'espoir. Je crois profondément, en tout cas, que nous aurons besoin de comprendre et d'intégrer ce processus émotionnel pour construire l'avenir aussi, tout simplement. D'ici là, prenez soin de vous, évidemment, et restez chez vous. À bientôt.